Bonsoir. Alors du coup, ça fait un petit moment que je voulais parler de James Cameron. Il se trouve que j'étais en train de bosser sur des projets d'écriture, etc. Et j'avais commencé à noter quelques remarques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'émission de la chaîne des gardiens du cinéma avec l'invité qui était David Fakrikian, qui est un écrivain, biographe, journaliste. Et d'ailleurs, j'avais lu sa biographie, L'Odyssée d'un cinéaste, sur James Cameron, qui est un peu devenu la Bible pour tout amateur du réalisateur en France. Et vraiment, je vous la conseille, c'est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment le bouquin rêvé si vous voulez connaître un peu mieux le réalisateur, avoir des anecdotes inédites. Bien sûr, il existe d'autres livres en anglais, etc. Il y avait le livre aussi de Paula Paridi qui était sur le tournage du Titanic, le film, que j'ai par là. Ouais, pendant que je parle, hein, je vais regarder un peu mes notes aussi. J'ai revu partiellement le film Avatar. Bon, le film Avatar que j'ai revu depuis la sortie au cinéma. Déjà au cinéma, j'étais allé le voir 2-3 fois. Et puis en DVD, version longue collector, je l'ai vu ouais, sûrement 20, 30, 40 fois, je sais pas, enfin j'ai pas compté. Donc j'ai vu l'émission avec David Fakrikian qui était super intéressante, où lui il est vraiment journaliste, il a rencontré les proches de Cameron pour faire son bouquin, que ce soit des membres de la famille, des collaborateurs, etc. Vraiment il a creusé ça, il avait tout un tas d'archives, il avait tout un tas d'articles qu'il collectionnait au fil des ans, puisqu'il a découvert Cameron quand il a sorti le premier film, donc Terminator, et même avant, hein, parce qu'il avait déjà vu, je crois qu'à l'époque il avait vu Piranha 2, donc les tueurs volants. Et voilà, je pense que c'est la première fois où il a entendu parler du réalisateur, qui était vraiment à ses tout débuts, et après, bon, avec Terminator, il a senti tout de suite qu'il y avait du potentiel, quoi. Et du coup, il a suivi au fil des ans pour vraiment se passionner pour l'artiste, et puis le suivre vraiment dans son évolution, dans son parcours. L'interview était vraiment passionnante. À la fois écouter quelqu'un qui est vraiment dans le milieu, un petit peu au cœur du système, et qui a un regard un peu particulier là-dessus. Et en même temps, il y a eu certains points où j'étais pas forcément d'accord. J'ai écouté ça, j'ai trouvé ça génial, et en même temps, ça m'a donné envie de réagir. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec certains points où j'étais pas forcément d'accord. Et alors moi, je suis pas du tout dans le milieu du cinéma. D'ailleurs, ma chaîne, c'est la première fois que je parle d'un sujet aussi mainstream, populaire. C'est pas, moi, je fais mes projets dans mon coin. Moi, je vais plus me poser en tant que simple spectateur, donc amateur de Cameron. Ça, c'est pour la présentation. J'ai vu tous ces films, j'ai vu tous ces documentaires, j'ai lu pas mal de biographies, enfin articles. J'avais même fait une box à une époque avec tout. J'ai acheté tous les magazines de ciné, Mad Movies, Première, tout ça. Dès qu'il y avait une interview de réalisateur, j'achetais, je découpais, je rangeais ça dans un dossier, tout ça. Donc peut-être pas très loin de ce que faisait Fakrikian à son échelle. Vraiment, toutes les photos, dès qu'il y avait des news sur des projets, des trucs qu'on entendait parler de rumeurs, sur des films que peut-être ils sont en train d'écrire, voilà, toutes les interviews. À chaque fois qu'ils faisaient la promotion, aussi d'une sortie DVD, Blu-ray, forcément pour les films, même si bon, avec le temps, il y en a eu de moins en moins, et ça s'est espacé. Des interviews aussi à la télé. Donc moi, ça va vraiment être un regard de pur spectateur et amateur du réalisateur, ou de l'artiste en général, et de la personne, parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Enfin, ça, personnellement, ça m'inspire beaucoup. Son côté cartésien, enfin logique, implacable, etc. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Et moi, ce que je peux apporter éventuellement, c'est, vu que je suis créatif moi-même, écrivain, dessinateur, etc., sur l'évolution de quelqu'un dans son travail, je sais de l'intérieur, à ma toute petite échelle, genre, il n'y a aucune comparaison possible, mais je sais, parce que ça, depuis que j'ai 10 ans, et ça fait 30 ans maintenant que j'écris, etc., enfin, je sais ce que c'est d'évoluer, de voir ses projets marcher ou ne pas marcher, de comment par rapport
à son entourage, à sa vie, on change, on atteint certains paliers et forcément on réussit des choses et on peut plus voir les choses de la même façon après. Donc je pense que Cameron lui aussi est confronté à ce genre de choses à une échelle pharaonique à côté de la mienne, mais voilà, il y a ça aussi, et c'est vrai que là-dessus, je pourrais avoir un point de vue qui est peut-être pas forcément inintéressant. Donc je vous préviens tout de suite, ça risque d'être un peu désorganisé, tout ça, j'ai pris des notes, mais bon, ça va être une petite conversation en mode tranquille. Voilà, ça, il n'y aura pas d'urgence, et on va commencer par le début de mes notes. Et c'est vrai que j'avais parlé justement du côté travail d'équipe. Alors, c'est vrai que Cameron, j'ai l'impression que les gens, ils ont toujours cru, et peut-être moi le premier, que c'était plus un solitaire. Il y a un côté aussi où il s'implique tellement dans tous les aspects d'un film. Le fait d'écrire ses propres films, le fait d'être producteur ou coproducteur. On sait que pour Titanic aussi, il a fait le montage. Enfin, à partir de Titanic, il s'est vraiment impliqué dans le montage et on sait le résultat que ça a donné parce que voilà, les Oscars, 11 Oscars, voilà, le succès phénoménal, etc. Donc il est à l'écriture des scénarios aussi, et il fait les designs aussi, c'est vrai que j'ai oublié, il fait les designs, les dessins, enfin on sait que dans Titanic par exemple, le portrait de Rose allongé sur son sofa, c'est lui qui l'a réalisé, avec l'actrice et puis des photos, etc. Tous les dessins de Jack, on sait aussi que c'est lui qui a fait les dessins, etc. Le premier portrait de Neytiri, c'est aussi ses croquis, l'endosquelette de métal, etc. C'est pareil. Donc on sait que vraiment il est en tant qu'artiste, d'ailleurs c'est ce qu'il voulait faire quand il était plus jeune, c'était vraiment devenir dessinateur de comic books. Enfin voilà, artiste. On sait aussi que de par sa famille, je crois que c'était sa grand-mère ou sa mère qui était peintre. Enfin voilà, il y a une fibre artistique dans sa famille du côté maternel. J'ai pu revérifier, mais il me semble que c'est sa mère qui était plus portée sur la peinture et peut-être sa grand-mère sur la poterie. Enfin, il faudrait aller vérifier si vous avez des suggestions, des commentaires, etc. N'hésitez pas à me corriger parce que j'ai pas tous les détails en tête. Donc vraiment le mec qui s'implique à tous les niveaux, là, qui a l'impression d'être c'est le maître à bord et qui est sur tous les fronts. Je sais que j'ai regardé aussi pas mal de making-of, comme tout le monde. Dès que j'ai acheté un lecteur DVD à l'époque, c'était pour Cameron, c'était pour regarder les documentaires, Abyss, etc. Et c'est vrai que dans les documentaires, c'est un truc qui revient aussi tout le temps, quoi. C'est-à-dire les détails, il est vraiment sur tous les petits trucs. Enfin, voilà, un mec hyper pointilleux. Par contre, c'est vrai que c'était déjà le cas quand il était plus jeune, dans le sens où il y a toujours eu un entourage qui lui a permis d'évoluer ou avec qui il travaillait. Mais c'est vrai que je pense que c'est devenu plus évident et peut-être plus prononcé avec le temps. On sait que quand il était jeune, il a beaucoup écrit avec ses colocataires, potes, enfin, via sa femme, sa première femme. Il s'est fait des amis, donc Randall Frakes et William Wisher, qui sont devenus vraiment ses potes, ses partenaires des premières années. Ou Randall Frakes, par exemple, qui est écrivain, il a beaucoup appris à Cameron. Il était un petit peu plus âgé, j'ai entendu une interview de lui il n'y a pas très longtemps, il y a une sorte de podcast qui est sorti en anglais, qui était vraiment passionnant, qui revenait justement sur la période Xenogenesis, son premier court-métrage, avant vraiment qu'il perce avec Terminator, vraiment, quand il était les années des premiers scénarios, du premier court-métrage en amateur, les années Roger Corman aussi. Enfin, vraiment quand il est en train de mettre un pied dans le milieu, mais avant voilà, d'exploser, quoi. Et on sait que Randall Frakes, qui est un petit peu plus âgé, il était interviewé justement, et il racontait que bah voilà, il se passait des idées les uns les autres, voilà, il se faisait des suggestions, comme tous les potes, il sortait, faisait des sorties ciné, il faisait des commentaires, voilà, il suggérait des trucs, qu'est-ce qu'ils auraient fait eux. Donc voilà, il y a eu William Wisher, Randall Frakes. Randall Frakes, lui, il est plus écrivain apparemment, où il a par exemple novélisé le Terminator 2, d'après le scénario de Cameron, où il y a les scènes de la version longue qui sont réintégrées, même des scènes qui n'existent pas dans la version DVD, voilà, la version qui a été éditée, la version uncut. Plusieurs fois il a collaboré avec Cameron sur des bouquins, sur des sorties, voilà, ou peut-être même le scénario, il a retouché des trucs.
Voilà, c'était quelqu'un qui a été important, et même encore maintenant, parce que j'ai lu le livre de Cameron qui est sorti il n'y a pas l'année dernière, il me semble. L'histoire de la science-fiction, et du coup, alors que c'est Cameron qui, dans tout le bouquin, interviewe des gens du milieu du cinéma, Ridley Scott, Guillermo del Toro, Nolan, Lucas, Spielberg. Pour l'intro, du coup, ils ont inversé les rôles, et c'est Randall Frakes qui justement mène l'interview pour présenter Cameron et pour donne son point de vue justement sur les travaux de jeunesse, etc., son rapport à la science-fiction. Ça montre que je sais pas combien, entre les années fin des années 70 et du coup les années 2010, ils sont toujours restés en connexion, et voilà, ils collaborent à des niveaux qui sont peut-être un peu passés sous silence, mais voilà, il y a quand même quelque chose, voilà, ils restent liés, et voilà, il y a c'est productif, quoi. Donc Cameron, qui est sur tous les fronts, il collaborait avec Randall Frakes et William Wisher. William Wisher qui a coécrit les dialogues apparemment du premier Terminator. Et sur le second, il est vraiment crédité en tant qu'auteur, co-scénariste. Et on le retrouve aussi à des participations plus amicales, des seconds rôles, etc. Enfin voilà, il fait des apparitions dans les films, rôle d'un policier dans Terminator. Dans Terminator 2, je crois que c'est le mec, quand le T-1000 balance le Terminator à travers la vitre du centre commercial, il y a un mec qui prend des photos, et William Wisher, je crois que c'est lui qui fait le petit caméo, etc. Donc voilà, quelqu'un qui était vraiment dans l'entourage proche de Cameron, et qui apparemment est resté aussi quand même un de ses amis proches, enfin un de ses amis de longue date, quoi. Et en termes de collaboration, on peut parler aussi voilà, des acteurs récurrents. Michael Biehn qui a tourné sur plusieurs films à la suite. Enfin, voilà, au niveau du cast, Janet Goldstein, Schwarzenegger, enfin, j'allais dire Ripley, mais oui, Sigourney Weaver qui a joué Ripley et puis qui est revenu pour Avatar. Kate Winslet aussi qui était là pour Titanic, et puis voilà, on la retrouve au casting d'Avatar 2. Et c'est vrai que si Cameron paraissait être quelqu'un d'un peu isolé, un peu têtu, enfin on sait qu'il avait une sale réputation dans les années 90, c'était vraiment le truc qui revenait constamment dans les interviews, dans les papiers qu'on lisait, dans les magazines, je pourrais pas dire exactement où, mais Première, Studio, enfin voilà, les trucs habituels, quoi. Ou même les trucs un peu plus de genre, quoi, Mad Movies, tout ça. Enfin, et puis encore plus peut-être dans la presse un peu plus populaire, etc. Pas la presse people, mais ouais, un peu ce versant-là, quoi. C'était vraiment, oui, il est détestable, il a un sale caractère, il se met en colère facilement. Enfin, c'était vraiment le truc qui revenait souvent. Il est tout seul à faire ses projets, enfin, il est partout. On peut pas le raisonner. Enfin, alors qu'en fait, quand on commence à regarder un petit peu ici là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est très à l'écoute au niveau de ses collaborateurs. Michael Biehn le disait d'ailleurs sur le making of d'Abyss. Il disait justement, on peut lui parler. Enfin, de toute façon, si vous suggérez des trucs, il va vous écouter. Il va écouter. Après, ça veut pas dire qu'il va forcément en tenir compte. C'est-à-dire que lui, il a son idée. Il va brasser aussi ce que les gens ils suggèrent. S'ils ont un point de vue, les acteurs, les collaborateurs, etc., ils vont en tenir compte. S'ils jugent que c'est mieux que ce qu'ils pensaient à l'origine, il va l'intégrer à son scénario, à sa réalisation. Enfin voilà, il va s'approprier l'idée. Enfin voilà, c'est tout, hein, c'est le travail du cinéma, hein, c'est des trucs de collaboration. Où, voilà, c'est pas qu'une personne, mais c'est un ensemble de gens qui apportent leur petite touche à différents niveaux, quoi. Le fait est que lui, c'est le réalisateur, donc il est à tous les postes et voilà, il gère l'ensemble, quoi. C'est ça le réalisateur. Donc Michael Biehn il disait, on peut lui faire des suggestions, mais après ça veut pas dire que forcément il va écouter. Enfin, il va écouter, mais il va pas forcément en tenir compte, quoi. C'est lui qui a sa vision, qui a son, voilà. Et je pense qu'il a un propos et il essaye de protéger aussi, voilà, l'âme du projet d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'avec le temps, du coup j'en reviens à mon idée de départ, où j'ai un peu dévié quand même. Les collaborations elles se sont faites de plus en plus ouvertes et manifestes. C'est-à-dire que après Titanic,
Il s'est orienté vers tout ce qui est exploration des fonds marins, tout ce qui est voilà, le côté scientifique, et lui-même a dit dans les interviews par exemple de ses documentaires Ghost of the Abyss, Les fantômes du Titanic, Expédition Bismarck, etc., ou même dans les interviews qu'il a données. Je pense aussi à Dark Angel, la série qu'il a co-créée avec Charles Higley, où vraiment il dit que le fait de bosser en équipe, c'est vraiment un truc qui lui a plu, et le fait de, voilà, de faire partie d'un groupe, quoi. Quand il a fait ses plongées, je pense que c'est là aussi qu'il a appris vraiment. Il s'est passionné pour ça durant les repérages pour le Titanic. C'est-à-dire, ils ont été voir les scientifiques en Russie pour leur emprunter les submersibles, enfin voilà, faire un travail commun avec eux pour disposer des submersibles. Et autres cultures, enfin voilà, des gens d'un milieu avec des connaissances hyper pointues. Je pense que le fait de s'immerger là-dedans, en plus on sait que la science et la technique, tout ça c'est un truc qui l'a toujours attiré. Donc il a pris goût à ça pendant le tournage du Titanic, et je pense que ça s'est accentué avec le temps, c'est-à-dire Titanic lui a permis d'asseoir sa position, de franchir un palier avec tout le succès, que ce soit en termes d'argent, de box-office, la reconnaissance du milieu. Je pense que ça a changé, ça a fait vraiment un virage dans sa carrière. C'est-à-dire qu'avec Abyss, par exemple, il avait franchi un cap où il avait eu un premier succès qui était Aliens. Et il s'est dit avec Abyss, là je peux tenter un truc plus expérimental, voilà, j'ai l'opportunité, j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire faire un grand succès de cinéma, d'action, etc., un truc populaire. Qu'est-ce que je peux faire à présent qui soit différent? Et ça a donné Abyss. Je pense qu'il y a eu un peu le même virage sur Titanic, c'est-à-dire là il a vraiment explosé tout ce qu'il pouvait faire en termes de box-office, en termes de popularité, en termes d'expérimentation. En plus c'était un récit historique, donc un genre qu'il n'avait pas vraiment abordé jusque-là. Toutes les statuettes qu'il a gagnées aux Oscars. Et là, du coup, il s'est retrouvé avec une position vraiment très spéciale, où ça a complètement changé sa position. En termes de finances, je pense qu'il avait plus trop de problèmes. En termes de crédibilité aussi au niveau des studios, je pense que n'importe qui aurait été OK pour financer son prochain projet. Enfin voilà, je pense qu'il avait les mains libres. Et du coup, il s'est vraiment tourné vers des trucs qu'il n'avait pas fait jusque-là, et des trucs qui l'intéressaient vraiment en tant que personne, c'est-à-dire aller encore plus loin au niveau des explorations sous-marines, s'essayer au documentaire, ce qu'il a fait soit tout seul avec par exemple les fantômes du Titanic, ou alors des collaborations, enfin des co-réalisations, Expédition Bismarck. Il a aussi produit des documentaires avec mince, c'est Charles Pellegrino, non c'est pas Charles Pellegrino. J'ai perdu, mais le tombeau de Jésus, et il a fait un truc aussi sur l'Atlantide il n'y a pas très longtemps avec Simcha Jacobovici, je crois. Désolé si je me trompe de nom, enfin si j'écorche un peu le nom, mais ouais, c'est Simca Jacobovici. Il faudrait que j'aille vérifier. Et du coup, oui, il y a eu les documentaires. Il a fait aussi la série Dark Angel au tournant des années 99-2000, où il a retrouvé un vieux collaborateur qui était Charles Higley, avec qui il avait bossé sur Piranha 2, apparemment sous un pseudo. Ils se sont retrouvés, et je pense qu'il y avait aussi l'envie pour Cameron d'étendre un peu son univers, ses capacités. Avant, il travaillait sur des films ou sur des suites, avec Alien 2 et Terminator 2. Mais là, c'est vrai qu'avec Dark Angel, ça lui a donné l'opportunité de s'essayer encore un média différent, c'est-à-dire la télé, et puis le format long, avec une série d'épisodes, des personnages qu'on suit sur très longtemps, beaucoup de petits chapitres, etc. J'avais lu une interview à l'époque dans le magazine Impact, il me semble, où justement il parlait de ce côté littérature fleuve, qui permettait le côté novélisation, je dis ça en anglais, mais le côté romanesque, où vraiment on peut développer des portraits de personnages, une évolution sur très très longtemps. Sur un film, on sait qu'il faut resserrer le scénario, il faut que ça soit hyper efficace et hyper cadré. Que vraiment, sur une série, on peut aller beaucoup plus loin, quoi. C'est-à-dire on peut creuser l'histoire, on peut revenir sur le passé, les flashbacks, enfin
on peut suivre tous les fils, toutes les options qui sont possibles. Et je pense que ça aussi, il avait envie de le faire, et Dark Angel, ça a été aussi une opportunité. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à voir les choses en plus grand. Et ce qui se retrouve maintenant sur Avatar 2, et Avatar et ses suites. Les gens, ils ont l'air assez surpris. Je pense que je vais pas tarder à arrêter ce programme, parce que là, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que je parle. Mais je vais terminer là-dessus sur le travail d'équipe et sur l'expansion d'un univers. Les gens, ils ont l'air assez surpris. Et j'avoue que j'ai pas trop entendu de commentaires à ce propos, et c'est justement ça que je voulais dire. Sur le fait que Cameron, il s'investisse dans 2, 3, 4 suites. Enfin, j'avoue que moi-même aussi, quand il a annoncé 4 suites, je me suis dit, waouh, il voit quand même super loin. Mais avec le recul, je me suis dit, c'est pas si étonnant que ça, en fait. Il y a eu Dark Angel qui était déjà un premier pas vers un univers foisonnant, vraiment étendre un concept et le pousser vraiment dans ses retranchements. Le côté romanesque et tout ça, pour moi, c'est déjà là dans Avatar, dans Dark Angel. C'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter de faire une sorte de trilogie à la Seigneur des Anneaux ou alors Star Wars, mais il faut voir aussi que Star Wars, par exemple, maintenant, si on prend la partie George Lucas, c'est 6 films. Et je pense que d'une certaine manière, Cameron, il y a aussi d'autres aspects où je reviendrai prochainement, c'est-à-dire le fait qu'il avance son âge et qu'il sait le temps qui lui reste et les opportunités peut-être qu'il aura ou qu'il aura plus après. Je pense qu'il est bien conscient que le temps il passe très vite et que s'il veut vraiment s'engager dans un truc pharaonique et vraiment pousser encore les curseurs au maximum, c'est un peu sa dernière chance d'une certaine manière, c'est-à-dire il est encore en pleine possession de ses capacités physiques, il a encore un peu de temps devant lui. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je pense que lui-même en est conscient, c'est-à-dire qu'il vieillit, s'investir dans un film et même dans une suite de films, ça demande une énergie pas possible. Enfin voilà, il y a plein d'obstacles. On sait encore plus maintenant. Enfin, il y a qu'à voir en ce moment la période du coronavirus et même le cinéma sans ça. Enfin voilà, on sait qu'il y a plein de difficultés. Le fait de gérer un budget titanesque. Enfin voilà, on sait que c'est pas facile. Je pense que lui-même s'est dit à un moment donné, là je fais que émettre des hypothèses, mais je serais pas surpris qu'il se soit dit il doit me rester une dizaine, douzaine d'années où je vais être pleinement opérationnel si je veux m'embarquer dans ma saga à moi. C'est-à-dire, en gros, je pense que Cameron, à la base, il a été poussé au cul par George Lucas. Il a vu Star Wars et il s'est dit, ouah, c'est ça que je veux faire. Et déjà, à l'époque, quand il avait fait son court-métrage Xenogenesis, il avait déjà en tête un univers super riche et tout ça. Et d'ailleurs, Avatar reprend en partie ce qu'il y avait déjà dans Xenogenesis. On sait que la peinture qu'il avait réalisée pour le court-métrage qui traîne sur Internet, on voit déjà une femme bleue, etc., des vaisseaux spatiaux, colonisateurs et tout ça. Enfin, les plantes fluorescentes, etc. On retrouve ça vraiment dans sa peinture qu'il a montré dans plusieurs émissions à la télé. Enfin, on sait que ça, quand il a eu des procès pour plagiat et tout ça, enfin, c'est un des documents d'époque qui date vraiment des années 70, quoi. Cette peinture et les scénarios qu'il avait à l'époque, c'est vraiment les trucs, on sait qu'il a posé tous ces éléments, les couleurs, le violet, le bleu, enfin, la femme géante bleue, etc. Enfin, les créatures à la fois volantes et avec des designs aquatiques comme des raimentas, etc. Les plantes fluorescentes qui rappellent beaucoup les milieux sous-marins. On sait déjà que c'était des trucs qu'il avait déjà en tête dans les années 70, quoi. Et avec son projet Xenogenesis, on sait qu'il voulait déjà faire quelque chose comme ça avec une grande fresque, voilà, et explorer d'autres planètes. Bon, après, il était novice et voilà, il fallait qu'il mette un pied dans le milieu, mais je pense qu'il a récupéré pas mal de choses. Et les suites d'Avatar, je pense que finalement, elles puissent pas mal dans tout ce qu'il a déjà fait avant, quoi. On sait que Cameron, il aime bien. Enfin, ces thématiques, elles reviennent de film en film. J'y reviendrai une prochaine fois, mais on retrouve toujours les mêmes motifs. Les femmes fortes, l'action, la robotique, la technologie qui est à la fois un allié et à la fois dangereuse, qui s'intéresse à l'exploration sous-marine. Enfin voilà, c'était déjà dans Abyss, la plongée avec des bouteilles de plongée, scaphandre et tout ça. Enfin,
On sait déjà que c'est quelque chose qui l'intéresse, la nature, qui est devenue de plus en plus importante au fil du temps. Voilà, enfin, il a ses thématiques, il y a des choses qui reviennent constamment, il n'y a pas que ça aussi, il y a la guerre aussi, qui est un truc qui revient, une sorte de fascination, des amours, enfin, amour-haine pour les armes, enfin, voilà, on sait qu'il y a tout ça. Et voilà, il reprend aussi plein de propos qui étaient déjà là dans Terminator, qui étaient déjà là dans Terminator 2, qui étaient déjà là dans son court-métrage Xenogenesis. Je sais que j'avais lu aussi le compte-rendu, enfin, la déclaration qu'il avait fait sous serment, c'était un long document hyper passionnant, qui traîne sur internet d'ailleurs. Il était accusé de plagiat du coup pour Avatar. Et du coup il avait pondu un grand mémo, enfin c'était vraiment une déclaration devant la cour, etc. Je sais plus, ça fait 60-70 pages. Et il raconte tout plein de projets qui sont à la fois les projets qui sont sortis, mais où il dresse des parallèles lui-même entre ces différents films pour montrer que, par exemple, même dans le scénario de Rambo 2, il y a des trucs qui sont dans Rambo 2 qui reviennent dans Avatar. Pour montrer que ça faisait 25 ans que les trucs étaient déjà là. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'un soldat rencontre une femme indigène, c'est exactement le motif qu'il y a dans Rambo 2, qu'il avait scénarisé, où il y a John Rambo qui retourne au Vietnam et qui rencontre Ko Bao, qui est une indigène, enfin une fille locale, voilà, qui va le guider dans la forêt. Enfin, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Avatar, quoi. On a l'impression que c'est quasiment le même film. Il parlait aussi de projets qui sont pas sortis, des scénarios qu'il a écrits. Il y avait un truc qui s'appelait Chrysalis aussi à l'époque, qui parlait déjà d'un mec, un soldat ou un individu en fauteuil roulant, enfin qui est privé de ses capacités physiques. Donc déjà tout ce qui va revenir plus tard, hein, avec Jake Sully et tout ça. Et qui se retrouve coincé et qui fait une expérience transcendantale en s'évadant avec une sorte d'aspect aussi technologique et spirituel. Enfin, exactement le genre de truc qu'on retrouve dans le personnage de Sully dans Avatar, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est coincé dans son corps, qui est brisé, et qui va, grâce à la technologie et un voyage sur une autre planète, qui va pouvoir se transcender et renaître. C'est vraiment ça le Avatar. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui constamment réinvente son propre cinéma, quoi. C'est-à-dire, il creuse des thématiques qui sont déjà là et il apporte d'autres nuances et il continue son sillon, mais qui est déjà là depuis 30 ans, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il y ait 4 suites à Avatar, c'est pas du tout surprenant en fait. Le fait qu'il bosse sur Dark Angel, le fait qu'il ait pris autant de goût à travailler en équipe sur des missions scientifiques, le fait aussi de passer des années à faire évoluer la technologie en 3D, qu'il a poussé bien sûr à son paroxysme avec Avatar, mais enfin disons qu'il a vraiment testé avec ses explorations sous-marines, ses documentaires, et qu'il a appliqué à un grand film hollywoodien qui est en même temps un truc hyper pointu, qui pousse les technologies numériques au maximum. Enfin, voilà, il a infusé tout ça dans Avatar. Et le fait qu'il veuille prolonger ça par plusieurs suites et faire entre guillemets, son Star Wars à lui ou sa grande fresque. Même on sait qu'il travaille en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de Weta en plus, qui a travaillé sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Voilà, le fait qu'il veuille faire son épopée à lui, à sa manière, avec ses thématiques, en fait, c'est parfaitement logique. Je vais m'arrêter là, mais j'avais pris encore plein de notes. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, j'espère qu'il y avait quand même des trucs intéressants. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. S'il y a des trucs que j'ai dit qui étaient faux, n'hésitez pas à compléter. Voilà, ça sera toujours intéressant. Peut-être que moi, en fait, j'avais pris plein de notes et là, je me suis vraiment arrêté au début. Il y a plein d'autres trucs que je voulais aborder, mais bon, je veux pas faire des émissions trop longues et je pense que pour une première fois, ça ira bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir sur d'autres points. Lancer des hypothèses sur les suites d'Avatar aussi, c'est quelque chose que j'avais fait. J'ai revu le film et c'est vrai que moi-même, il y a des trucs que je ne serais pas surpris. Voir un peu qu'est-ce qu'on a aussi comme information sur les films. C'est vrai qu'on en sait très peu, mais il y a déjà des petits indices qu'on pourrait creuser un petit peu. Et puis c'est vrai que j'aimerais bien aussi revenir sur l'évolution de Cameron en tant qu'artiste, sur ses projets,
sur sa filmographie aussi, mais toujours avec l'objectif Avatar au bout du compte, quoi. C'est-à-dire voir comment, à travers les années, il change, et aussi voir comment ça aboutit à Avatar et les suites. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Et comme je dis toujours, restez créatifs et à bientôt.